Blanc-seing pour le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Voici pourquoi la France perdra définitivement la Côte d'Ivoire. Deuxième partie. Un sentiment anti-français justifié. L'ostentation de la France en Afrique. Alors, pourquoi ce sentiment anti-français est-il aussi intense aujourd'hui? Pourquoi n'entend-on pas parler d'une telle animosité envers les anciennes puissances coloniales, espagnoles, portugaises ou hollandaises? La réponse est simple. Alors que la plupart des anciennes puissances coloniales se sont retirées des affaires intérieures de leurs ex-colonies, la France continue d'exercer une influence étouffante sur la souveraineté de ses anciennes colonies africaines. L'Afrique a connu plusieurs colonisateurs au cours des siècles, mais à l'exception de la France, ils ont tous retiré leurs bases militaires après la décolonisation. Les premiers colons, comme les Portugais et les Espagnols, ont ainsi retiré leurs troupes de leurs anciennes possessions. Pourquoi la France insiste-t-elle pour maintenir ses troupes en Afrique? La réponse réside probablement dans la défense de ses intérêts économiques, que beaucoup perçoivent aujourd'hui comme une nouvelle forme de pillage, un vol des ressources africaines dont les retombées peinent à nourrir les populations locales. Les troupes françaises, présentes sur le continent africain, sont perçues non pas comme des forces de sécurité, mais comme des gardiens d'un ordre établi au service des intérêts français. Ces forces maintiennent en place des régimes parfois décriés, assurant ainsi la mainmise de Paris sur les ressources stratégiques africaines, du pétrole aux minéraux rares. Cette situation alimente un ressentiment grandissant et pour cause. Les richesses africaines semblent bénéficier davantage aux multinationales qu'aux populations locales qui peinent encore à sortir de la pauvreté. Il n'y a pas véritablement de sentiment, en tout cas anti-français au Mali, il n'y en a pas. Il y a eu, à un moment donné, un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française. Et pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. D'abord, avec tant d'hommes, on s'attendait à une lutte plus de résultats et moins coûteuse en vie humaine. On se dit, avec tous ces moyens déployés, comment se fait-il que ça se passe ainsi? Que se passe-t-il? C'était ça. D'autre part, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille avec des résultats clairs, de bons résultats, mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Bien. Le rejet de la politique étrangère française, non du peuple français.
En préambule, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes civiles des conflits passés et en cours dans la zone sahélo-saharienne, rendre hommage à nos soldats blessés ou qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission et adresser un message d'affection et de soutien à tous leurs proches. Je veux redire avec clarté et respect que l'échec de Barkhane ne saurait bien sûr leur être imputé ni remettre en cause ni le sens, ni la valeur de leur engagement, ni la grandeur des qualités qu'ils ont montrées pour l'honorer. Mais c'est malheureusement dans le sillage de l'échec de Barkhane que le président de la République a jugé nécessaire de concevoir et déployer une nouvelle stratégie de la France en Afrique, et il était temps. Je vois cependant au moins 3 défauts majeurs à cette stratégie. Premièrement, elle n'acte pas clairement et elle n'analyse nullement l'échec de Barkhane. Deuxièmement, elle est floue. Elle semble reposer sur un mot d'ordre légitime mais éculé, le rééquilibrage des relations entre la France et les États africains. Et elle fait avant tout de nécessité vertu en revendiquant comme un changement substantiel de rendre simplement moins visible notre présence militaire sur le continent. Enfin, l'esprit qui semblait la légitimer est constamment contredit par les actes et je suis obligé de faire un douteux florilège. Soutien constant à la dictature tchadienne, renouvellement de l'accord avec Djibouti sans un mot sur la situation des droits humains, reprise du partenariat avec la Guinée de M. Doumbouya en dépit de son virage autoritaire et violent, silence assourdissant lors de l'enlèvement de Fonikè Menguè et Mamadou Biloba, figure éminente de l'opposition démocratique, appui renouvelé à la représentante de M. Kagame à la francophonie, en dépit des immenses réticences de partenaires comme le Canada ou du simple fait que cette dame n'est pas même francophone, déploiement difficilement compréhensible en octobre 2023 d'un détachement d'instructions opérationnelles en Ouganda, dont le président est en poste depuis 1986, et bien sûr la loi immigration scélérate de janvier dernier, bien faite pour dissuader tous les jeunes Africains de venir étudier en France. Monsieur le ministre, qu'y a-t-il donc de neuf ou de bon dans la stratégie française en Afrique? Pouvez-vous nous donner des faits précis et ne pas nous saouler, s'il vous plaît, de généralités? Il est essentiel de préciser que le prétendu sentiment anti-français n'est pas une hostilité dirigée contre le peuple français. Il s'agit plutôt d'un rejet de la politique étrangère de la France et de son ingérence dans les affaires africaines. Les jeunes Africains qui descendent dans la rue ne protestent pas contre les Français ordinaires, mais contre un gouvernement qui persiste à traiter l'Afrique comme une zone d'influence exclusive. Ce rejet de la politique française en Afrique exprime une aspiration légitime à la souveraineté et à la dignité. La vérité, François Mattei, c'est celle que vous évoquez, celle de la France-Afrique. Vous évoquez les 3 piliers de ce système France-Afrique, à savoir la maîtrise du franc CFA par Paris, la présence de l'armée française dans ces pays africains et le choix des chefs d'État africains. Alors j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas, si, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer, par exemple, que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc par exemple le pétrole vendu par tel pays africain, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, l'EVA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis ensuite c'est passé à 65%. Aujourd'hui c'est la moitié, 50%, qui entre dans les caisses de la Banque de France et surtout dans les comptes du budget de la France. Ce qui est particulier, c'est ça. Même au temps de la zone sterling, chez les Anglais, ça existait chez les Anglais. Ils ont arrêté tout ça, il y a longtemps. Parce que c'est une ingérence dans la vie des pays, dans leur souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté. Oui, les anciennes colonies anglaises ont des monnaies nationales. Oui, nationales. Et même au temps de la sterling, c'était déposé à la Banque d'Angleterre, certes, mais ils pouvaient récupérer leur argent à tout moment. Ça n'était pas intégré au budget britannique.
Et c'est ce que vous dites, François Mattei, il existe 17 milliards d'euros de devises retenues en France, alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prétend prêter aux Africains, mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte, il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains, et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ce soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei d'ailleurs les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare: la France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA. Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, avec les sémantiques compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir, ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a un pays comme le Nigeria qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Un soutien aux dictateurs africains. La faute historique de la France. La raison majeure pour laquelle la France finira par perdre l'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire, réside dans son soutien flagrant aux dictateurs. Emmanuel Macron, par sa complaisance vis-à-vis des 3e mandats, a ouvert une brèche dans le processus démocratique des pays de l'Afrique de l'Ouest, compromettant des décennies de lutte pour l'alternative démocratique. Alors qu'au début des années 90, les peuples africains, au prix d'énormes sacrifices, ont réussi à instaurer la limitation des mandats et à mettre fin aux partis uniques, Emmanuel Macron est revenu sur cette avancée en légitimant le 3e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de 3e mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Ce soutien flagrant a offert une couverture internationale au dictateur des lagunes, qui a piétiné la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir en dépit de l'opposition de son peuple. Comme si cela ne suffisait pas, le président français a osé féliciter Alpha Condé pour son 3e mandat en Guinée. Ce geste, loin d'être anodin,
a été perçue comme une validation de la dérive autoritaire de ses dirigeants africains. En refusant de condamner ces coups de force, la France s'est faite complice d'une régression démocratique dans une région où l'alternance au pouvoir est pourtant un symbole de souveraineté. Fin de la deuxième partie. Il faudrait que la France arrête de soutenir des chefs d'État dont les peuples ne veulent plus. Ça commence aussi par là, parce qu'on changera rien tant que on continuera des coopérations militaires et policières avec des pays comme le Congo-Brazzaville. Les États existent. C'est le problème. Ce sont les chefs d'État. Ma conclusion, et d'une certaine façon, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que derrière ne se pose pas la question de la constitution de véritables États? Est-ce que ce qui manque à l'Afrique, ce n'est pas en réalité la constitution de véritables États, des États qui seraient capables justement de porter cette politique de développement? Les États existent. C'est le problème. Ce sont les chefs d'État. Vous voyez bien que quand vous avez un chef d'État comme Nana Akufo-Addo, qui pense, qui n'est pas dans le rapport dominant-dominé, et on l'a encore vu à Dakar il y a pas longtemps, et son discours était formidable, il a été salué par tout le monde, et il dit il veut plus d'aide, ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont toutes les richesses, il ne veut plus d'aide. Donc le problème c'est pas des États, ils existent, c'est des chefs d'État. Et à ce moment-là, c'est les interférences dans les élections, surtout mal faites, c'est-à-dire qu'il y a toujours tous les États interfèrent avec tous les États. On va pas faire de l'angélisme, ça existe partout. Mais des interférences faites n'importe comment, en fonction d'intérêts plus souvent privés que publics, ça arrive à du grand n'importe quoi. Je vais prendre un cas qui est très simple, c'est celui de la Côte d'Ivoire, et qui nous a énormément coûté en images. Et peu importe, le problème n'est pas de dire tel est bien, tel est mauvais, mais la façon, la méthode utilisée pour changer de pouvoir et imposer quelqu'un qu'on préférait, ou plutôt que les États-Unis préféraient, à la place de quelqu'un qu'on n'aimait pas, et qui pourtant avait d'excellentes relations avec les États-Unis, a été désastreuse. On aurait au moins pu faire le travail proprement. Et on a fait un travail lamentable. Et donc, à partir de là, et comme on a fait partout ce genre de travail lamentable d'une manière ou d'une autre, comme par exemple au Mali, en inversant le résultat de l'élection parce que un candidat était l'international socialiste et l'autre pas, enfin c'est n'importe quoi, ou comme au Bénin, Brazzaville, 8%. Ou au Bénin où on perd l'élection. On pourrait avoir une vraie politique africaine sans corruption, sans affaires sales. Oui, on pourrait avoir une vraie politique africaine gagnant-gagnant, sans corruption, sans affaires sales. Mais à ce moment-là, il faudrait que la France arrête de soutenir des chefs d'État dont les peuples ne veulent plus. Ça commence aussi par là, parce qu'on changera rien tant que on continuera des coopérations militaires et policières avec des pays comme le Congo-Brazzaville, tant qu'on continuera à soutenir Faure Gnassingbé alors que sa population n'en veut plus au Togo et qu'il y a des manifestations sans arrêt. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.